Il l'a licencié un matin d'hiver, sans savoir qu'un jour, il frapperait à sa porte pour demander du travail. Ce qu'il ignorait, c'est que le destin avait une mémoire, et qu'elle, la jeune femme qui l'avait humilié, reviendrait, non pas pour se venger, mais pour régner. Avant que l'histoire ne commence, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like si vous croyez au pouvoir du retour, et dites-moi dans les commentaires, le destin finit toujours par tourner. Parce que ce que vous allez entendre, ce n'est pas une fiction, c'est une leçon de vie. Le jour où il l'a licenciée, elle a racheté son entreprise et lui a offert un emploi. La pluie tombait en diagonale sur les vitres du bureau, effaçant les reflets d'un Paris gris et saturé. Derrière un bureau massif en acajou, le regard de Marc Delcourt, directeur général d'une entreprise de design industriel, se posait froidement sur le dossier posé devant lui. Face à lui, debout, un peu tremblante, Élise Moreau, 32 ans, styliste, ambitieuse, trop brillante pour son propre bien, selon certains collègues. Ce matin-là, elle croyait être convoquée pour parler d'un projet. En réalité, elle allait perdre son emploi. Marc leva les yeux, ajusta sa cravate et dit d'une voix sans tremblement « Élise, nous devons nous séparer ». Il parla de réorganisation, de réduction de coûts, de décision stratégique. Des mots polis, neutres, presque mécaniques. Mais dans le regard d'Élise, quelque chose se brisa. Elle avait donné 3 ans de sa vie à cette entreprise. Souvent la première à arriver, la dernière à partir. Elle croyait encore qu'en travaillant plus fort, on pouvait mériter sa place. Elle hocha la tête, sans pleurer, sans protester. Juste un long silence, celui d'une femme qui refuse de se réduire à la victime d'un instant. Quand elle sortit du bâtiment, ses talons résonnèrent sur le trottoir mouillé. Le ciel paraissait lourd, comme s'il pesait sur ses épaules. Dans sa main, une enveloppe blanche, la fin d'un chapitre qu'elle n'avait pas choisi. Les semaines suivantes furent une descente lente. Les candidatures restaient sans réponse. Les économies fondaient. Et pourtant, chaque soir, elle se forçait à écrire, à imaginer, à dessiner. Elle n'avait plus de bureau, plus d'équipe, mais elle avait une idée. Une seule, obsédante, et si elle créait quelque chose à elle? Au fond d'un petit café de Belleville, entre 2 tasses de café tiède et des feuilles tachées d'encre, Élise esquissa les premiers contours d'un rêve. Une marque indépendante, centrée sur le design humain, éthique, durable. Elle n'avait pas d'argent, mais elle avait la rage de ne plus jamais être à la merci de quelqu'un comme Marc. Elle apprit à se débrouiller seule, à vendre, à négocier, à convaincre. Elle dormait peu, mangeait moins encore. Mais peu à peu, son nom circulait. Une première cliente, puis 2, un article dans un magazine de niche, une commande d'un grand hôtel. Et un matin, sans même s'en rendre compte, sa petite entreprise existait réellement. Elle n'était plus celle qu'on a licenciée. Elle devenait celle qui a tout reconstruit à partir de rien. Mais l'histoire, elle, ne faisait que commencer. Car le destin a toujours une façon cruelle et poétique de refermer les cercles. Et le jour viendrait où Élise franchirait à nouveau la porte de ce même immeuble, non plus comme employée, mais comme propriétaire. L'étincelle du retour. Les mois devinrent des années, et les cicatrices laissées par ce licenciement ne disparurent jamais vraiment. Elles s'étaient simplement transformées en moteur. Élise travaillait désormais dans un petit atelier du 11e arrondissement. Les murs étaient nus, les ampoules pendaient du plafond, mais l'endroit vibrait d'une énergie brute. Le matin, on y entendait le bruit des machines à coudre et le froissement du papier de soie. Le soir, l'odeur du café rance et des tissus chauds. C'était modeste, mais c'était vivant. Un jour, un journaliste local passa par hasard et lui demanda « Pourquoi avoir choisi ce nom, Atelier Moreau ?» Élise répondit, un sourire discret aux lèvres, « Parce que c'est tout ce qu'il me reste, mon nom et mon travail. » Ce simple article, publié dans un petit magazine de design, changea tout. Les commandes affluèrent. Des clients étrangers, intrigués par cette créatrice parisienne qui fait tout à la main. Le bouche à oreille fit le reste. En 2 ans, son carnet de commandes déborda. Elle engagea 2 apprentis, puis un assistant. Mais surtout, elle découvrit qu'elle avait un talent qu'elle ignorait, celui de diriger. Là où Marc avait dirigé par peur,
Elle dirigeait par confiance. Là où il avait imposé, elle inspirait. Les gens restaient, travaillaient avec le cœur. C'était ça, la vraie réussite. Pas le profit, mais la loyauté que l'on suscite. Puis vint l'offre. Un investisseur londonien, tombé amoureux de ses créations, lui proposa de racheter une part de l'entreprise en échange d'une expansion internationale. Élise hésita, mais accepta. Elle savait que c'était l'occasion de faire grandir son rêve au-delà de Paris. En 6 mois, Atelier Moreau ouvrit des bureaux à Milan et à Londres. Ce fut à ce moment-là qu'elle reçut un email inattendu. Objet, proposition de rachat, Delcourt Design. Elle resta figée. Ce nom, le même que celui de Marc. Elle cliqua, relut plusieurs fois. L'entreprise dans laquelle elle avait été humiliée, celle qu'il avait renvoyée sans un regard, était en faillite. Les dettes s'accumulaient, les clients fuyaient, le personnel démissionnait. On cherchait un repreneur. Le cœur d'Élise battait fort. Ce n'était pas de la vengeance qui montait en elle, mais une étrange sérénité. Le temps avait tourné. Elle appela son associé londonien et dit calmement « Je veux la racheter ». « Delcourt Design ?» répondit-il surpris. « C'est une ruine, Élise. » « Peut-être, mais certaines ruines méritent d'être reconstruites, à ma manière. » Le soir, seule dans son appartement, elle fixa la fenêtre. Le même Paris, la même pluie, mais une femme différente. Elle n'était plus celle qui subissait. Elle était celle qui choisissait. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que Marc, lui, était toujours là. Déchu, amer, tentant désespérément de sauver ce qu'il restait de son empire. Et dans quelques semaines, leurs chemins allaient se croiser à nouveau, sauf que cette fois, les rôles seraient inversés. Le retour. La pluie tombait sur Paris comme un rideau d'argent. Le genre de pluie qui nettoie les souvenirs, ou du moins qui essaie. Élise descendit du taxi devant l'immeuble de Delcourt Design, celui-là même où 8 ans plus tôt, elle avait quitté les lieux la tête basse, une boîte en carton serrée contre sa poitrine. Aujourd'hui, elle tenait cette même boîte, vide mais symbolique. Elle n'avait rien à emporter, seulement quelque chose à reprendre. Les volets étaient à moitié fermés, la façade ternie. L'entreprise, autrefois vivante, semblait avoir perdu son souffle. En entrant, l'odeur du café froid et du plastique jauni la frappa. Les murs, jadis décorés d'affiches de design et de maquettes lumineuses, étaient maintenant nus. Une assistante nerveuse l'accueillit. « Madame Moreau, Monsieur Delcourt va vous recevoir. » Ce nom, prononcé à nouveau, résonna comme un écho du passé. Marc était assis derrière un bureau vide. Il avait vieilli, pas seulement dans ses traits, mais dans sa manière d'exister. Son regard, autrefois dur et plein d'assurance, était maintenant flou, presque implorant. Il leva les yeux et resta un instant muet. « Élise » murmura-t-il. Elle resta debout. « Monsieur Delcourt » Il tenta un sourire gêné, mais ses doigts tremblaient légèrement. « Alors, c'est vrai, c'est vous qui rachetez l'entreprise ?»« Oui, je pensais que vous l'auriez deviné. » Il hocha la tête, la voix basse. « Le monde est petit. »« Non, Marc, c'est juste que certaines routes se croisent quand on ne les attend plus. » Il l'invita à s'asseoir, mais elle refusa. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Les papiers sont prêts. Je suis ici pour officialiser le rachat. » « Je vois. » Il prit une grande respiration. « Vous savez, Élise, ce que j'ai fait, c'était professionnel. Vous étiez brillante, mais trop indépendante. J'avais peur que vous me dépassiez. Et vous aviez raison. » Un silence lourd tomba dans la pièce. Ce n'était pas une réplique arrogante, c'était un fait, un constat calme, précis, presque scientifique. Marc se leva, s'approcha de la fenêtre. « Vous allez tout changer, je suppose. »« Pas tout, juste ce qui doit l'être. »« Et moi ?» demanda-t-il avec un sourire triste. Elle le regarda un instant, sans pitié, sans rancune. « Je vous offrirai un emploi. » Il éclata d'un rire nerveux, croyant à une plaisanterie. « Pardon ? » « Un poste de consultant. Vous avez encore du savoir. »
Je ne rachète pas cette entreprise pour l'effacer, mais pour lui redonner une âme. Vous pouvez aider à ça, si vous le voulez. Marc s'assit lentement, abasourdi. Vous m'offrez une place ici, après tout ce que je vous ai fait? Justement, parce que j'ai appris que pardonner, c'est le vrai luxe, et parce que je ne veux pas être votre revanche, Marc. Je veux être votre leçon. Un long silence suivit. On n'entendait que la pluie battre contre les vitres. Il finit par murmurer « Vous êtes devenu quelqu'un de remarquable, Élise. » Elle esquissa un sourire. « Non, Marc, je le suis devenu parce que vous m'avez licencié. » Puis elle se retourna, marcha vers la porte et dit doucement « Les papiers seront signés demain matin. Faites en sorte d'être là. » Quand elle sortit du bâtiment, un vent léger soufflait sur la ville. Elle leva les yeux vers le ciel gris de Paris, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que la boucle était bouclée. Les murs qui se souviennent, le lendemain matin, la lumière pâle de Paris glissait à travers les vitres sales de Delcourt Design. L'immeuble semblait respirer lentement, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Élise entra seule, sans escorte, sans éclat. Elle n'avait ni chauffeur ni costume criard, seulement un manteau beige, un carnet de cuir, et cette calme assurance qu'ont ceux qui ont connu la honte et en ont fait un tremplin. Marc était déjà là, assis à son ancien bureau, les mains jointes. Il avait mal dormi, sans doute. Les cernes sous ses yeux trahissaient une nuit d'insomnie. Quand elle entra, il se leva immédiatement. « Je suis venu tôt. J'imagine qu'il y a beaucoup à faire. » « Oui. Mais tout commence par écouter les murs. » Il fronça les sourcils. « Les murs? Oui. Ceux qui ont vu les rêves, les disputes, les départs. On oublie qu'ils se souviennent, eux aussi. » Elle posa son carnet sur la table. À l'intérieur, des croquis, des idées, des plans de réaménagement. Rien d'arrogant, rien de clinquant. Simple, fonctionnel, humain. Cette entreprise a oublié pourquoi elle existait. On dessinait des meubles, mais pas des foyers. On faisait du design, pas de la vie. Marc hocha lentement la tête. Il comprenait maintenant qu'elle n'était pas revenue pour détruire, mais pour redonner du sens. Les anciens employés commencèrent à revenir, un par un. Certains avaient entendu la rumeur. C'est elle, Élise, qui a racheté la boîte. Les visages se mélangeaient entre curiosité et admiration. Elle les saluait tous, par leurs prénoms, se souvenant de détails qu'ils pensaient oublier. Le fils de Sophie, les migraines de Paul, les dessins accrochés sur le mur du bureau de Claire. À midi, elle rassembla tout le monde dans la salle principale. Les stores ouverts, la lumière grise baignait la pièce d'une douceur inattendue. Je ne suis pas ici pour diriger, mais pour reconstruire. Et je ne parle pas de murs, mais d'âme. Un murmure parcourut la salle. Elle continua. Nous allons redevenir ce que nous étions avant la peur, avant les chiffres, avant que les idées deviennent des produits. Marc l'écoutait depuis le fond de la salle. Ses yeux brillaient d'un mélange d'humilité et de remords. Il n'avait jamais su parler ainsi. Lui, l'homme des décisions sèches, voyait pour la première fois la puissance d'une voix qui ne cherche pas à dominer, mais à rallumer. Quand la réunion prit fin, Élise resta seule quelques instants, observant le logo défraîchi sur le mur. Delcourt Design. Elle prit un feutre noir dans son sac, traça en dessous un simple mot, Moreau. Puis elle recula d'un pas. Delcourt Moreau Design. Marc la rejoignit, silencieux. « Vous gardez mon nom ?» demanda-t-il, surpris. « Oui, parce que c'est l'histoire complète qui compte. Les erreurs aussi font partie du récit. » Il eut un sourire amer. « Vous avez le don de transformer les blessures en matière première. C'est la seule façon de guérir sans effacer. » Le bruit d'un marteau résonna soudain dans le hall. Les travaux commençaient. Les murs allaient changer, mais leur mémoire, elle, resterait. Ce soir-là, Élise resta tard, seule dans le bureau. Sur son bureau, un dossier attendait. Plan de relance. Phase 1. À côté, une photo ancienne d'elle et de Marc, prise lors d'un séminaire d'entreprise des années plus tôt. Il riait, insouciant, avant que l'ambition ne transforme la complicité en guerre silencieuse. Elle la contempla longuement,
puis la glissa dans le tiroir du bureau, pas pour l'oublier, mais pour se souvenir sans douleur. Et dans ce silence de fin de journée, une pensée lui traversa l'esprit. Les plus beaux retours ne sont pas ceux qu'on prépare, mais ceux que la vie orchestre quand on n'y croit plus. Le retour du nom effacé. Le matin suivant, un nouveau panneau fut installé devant l'immeuble. Delcourt Moreau Design. Les lettres noires brillaient faiblement sous la pluie fine, et ceux qui passaient devant ralentissaient, intrigués. Pour les anciens employés, ce n'était pas seulement un nom, c'était une réparation silencieuse. À l'intérieur, Élise avait convoqué une conférence de presse. Pas de faste, pas de décor pompeux, une simple table, une cafetière qui grésillait et des prototypes couverts de drap blanc. Marc, lui, observait depuis le fond, les mains croisées. Il n'était plus le patron, mais il restait une pièce essentielle de cette histoire. Les journalistes prenaient place, un murmure de curiosité emplissant la pièce. On attendait l'histoire de la vengeance d'une femme trahie. On allait découvrir à la place la renaissance d'un idéal. Élise se leva calmement. Sa voix, posée, portait une autorité douce mais incontestable. Quand j'ai quitté ces murs il y a 8 ans, j'ai cru que tout ce que j'étais s'était effondré ici. Mais parfois, il faut être brisé pour comprendre ce qui mérite d'être reconstruit. Un silence. Quelques stylos cessèrent de gratter. Aujourd'hui, je ne reviens pas pour régler des comptes, mais pour honorer ce que cette entreprise a été, ce que nous étions tous, et ce que nous pouvons redevenir. Elle tira les draps blancs d'un geste lent. Dessous, une série de meubles, simples, fonctionnels, faits de matériaux recyclés, portant chacun un petit nom gravé, Lucie, Henri, Rosa, des prénoms d'anciens employés, disparus, licenciés ou oubliés. Chaque pièce est un hommage. Parce qu'un objet, quand il est fait avec dignité, porte une mémoire. L'émotion s'épaissit dans la salle. Les caméras capturaient tout. Pas la revanche, mais la rédemption. Marc, immobile, sentit une chaleur inhabituelle monter dans sa poitrine. Il avait dirigé cette entreprise pendant 20 ans, mais jamais il n'avait su lui donner ce souffle. À cet instant, il comprit pourquoi elle avait réussi là où lui avait échoué. Elle ne voulait pas dominer, mais réparer. Quand la conférence se termina, les journalistes se bousculèrent autour d'elle. On posait des questions sur le rachat, les projets, l'avenir. Elle répondit peu, préférant le silence au slogan. « Madame Moreau, comment résumez-vous ce moment ?» demanda une jeune journaliste. Élise sourit légèrement. C'est la fin d'un cycle et peut-être le début d'une réconciliation. Pendant ce temps, dans l'atelier du fond, Marc passait ses doigts sur l'un des meubles exposés. Sur la base, gravé à la main, il lut « Prototype 01, Marc ». Il resta figé un instant, bouleversé. « Vous avez donné mon nom à celui-là » dit-il doucement quand elle le rejoignit. « Oui, parce qu'il faut bien un point de départ à toute réparation. » Dehors, la pluie cessait. Le reflet du nouveau logo sur les pavés mouillés semblait dire « Rien ne meurt vraiment tant que quelqu'un se souvient ». Cette nuit-là, Élise rentra chez elle tard. Dans sa cuisine silencieuse, elle alluma la radio. Les journaux du soir parlaient d'elle. Certains l'appelaient « la femme qui a racheté son passé ». Elle éteignit avant la fin du reportage. Elle ne voulait pas devenir un symbole. Elle voulait simplement continuer. Mais quelque part, elle savait que quelque chose avait changé définitivement. Delcourt Moreau Design n'était plus une entreprise. C'était une confession devenue manifeste. Et dans les jours suivants, les commandes commencèrent à affluer. Pas parce que la presse en avait parlé, mais parce que les gens avaient reconnu une émotion rare, celle d'un travail qui avait une âme. L'héritage du silence. Les semaines qui suivirent la conférence furent étrangement calmes. Trop calmes. Le téléphone sonnait, les commandes affluaient, les journaux parlaient d'un miracle industriel français, mais Élise sentait une tension sous la surface, quelque chose de non résolu. Marc, désormais simple consultant, revenait chaque matin, ponctuel, presque discret. Il n'avait plus son bureau vitré, plus de secrétaire, plus d'autorité officielle. Pourtant,
Il connaissait chaque fibre de cette entreprise, chaque dossier enfoui dans les tiroirs. Et parfois, en le voyant passer, les jeunes employés chuchotaient « C'est lui, l'ancien patron », sans savoir s'ils devaient le craindre ou le plaindre. Un matin, Élise le trouva seul dans l'atelier, assis sur un tabouret, les mains couvertes de poussière de bois. Il réparait un vieux tablier d'artisan, celui qu'il portait jadis lors des présentations de prototypes. « Vous n'aviez pas besoin de le faire, » dit-elle doucement. Il leva les yeux, hésitant. « J'essaie de comprendre comment j'ai pu perdre ce que j'avais créé. Peut-être parce que vous pensiez que c'était à vous ?» Il acquiesça. Long silence. Le genre de silence qui pèse, mais guérit. Dans les jours suivants, ils commencèrent à travailler côte à côte, sans plan, sans hiérarchie. Elle concevait, il corrigeait, parfois l'inverse. Une étrange harmonie, née de la reconnaissance mutuelle. Mais la presse, elle, voulait du drame. Les magazines économiques titraient « L'ancienne femme de ménage rachète son entreprise et embauche son patron ». Les talk-shows parlaient d'un conte moderne sur le pouvoir et la vengeance. Aucun ne comprenait que cette histoire n'était ni vengeance ni miracle. C'était une réparation lente, humaine, presque spirituelle. Un soir, Élise reçut une lettre sans signature, une feuille simple dactylographiée avec seulement quelques mots. « Vous pouvez posséder les murs, Élise, mais jamais l'âme de cette entreprise. » Elle resta longtemps à fixer la phrase, sans colère, sans peur. Elle savait exactement d'où cela venait, un ancien associé de Marc, l'un de ceux qui avaient profité de sa chute. Mais elle ne répondit pas. Elle plaça la lettre dans un dossier rouge étiqueté « Correspondance anonyme ». Un symbole, peut-être, de tout ce qu'elle refusait de laisser la consumeur. Pendant ce temps, Marc reçut la visite d'un vieil investisseur. « Tu travailles pour elle maintenant ?» lui demanda l'homme, moqueur. « Non, avec elle. »« Tu pourrais reprendre le contrôle, tu le sais. » Marc sourit faiblement. « C'est justement pour ça que je ne le ferai pas. » Dans l'atelier, la nuit, le bruit régulier des marteaux se mêlait au souffle des machines. On aurait dit un cœur qui battait à nouveau, lentement, obstinément. Un vendredi soir, Élise organisa un dîner pour toute l'équipe. De longues tables, du vin bon marché, des rires sincères. Quand Marc leva son verre, il déclara « J'ai longtemps cru que diriger, c'était parler plus fort. Mais je me rends compte que parfois, diriger, c'est savoir se taire. » Les employés applaudirent, sans trop comprendre. Mais Élise, elle, sut. Ce n'était pas seulement un aveu, c'était un adieu discret à l'homme qu'il avait été. Et plus tard, seule dans son bureau, elle regarda par la fenêtre la pluie tomber sur les toits de Paris. Elle pensa à tout ce chemin, à cette route qu'il avait menée du Sceau et de la Serpillière à cet instant suspendu. Et elle comprit enfin. La vraie revanche n'était pas de triompher, mais de transformer la douleur en œuvre. Le téléphone vibra doucement. Un message de Marc. « Merci de m'avoir rendu ce que j'avais perdu, la dignité. » Elle répondit simplement. « Merci d'avoir reconnu ce que j'avais toujours eu, la valeur. » Dehors, les réverbères diffusaient une lumière jaune et tremblante. La ville semblait retenir son souffle, comme si elle savait qu'un chapitre venait de se clore, non dans la colère, mais dans la paix. La revanche du silence. Les semaines qui suivirent furent étrangement calmes. Le monde des affaires bruissait de rumeurs. L'entreprise Lenoir aurait changé de main. Quelqu'un rachète tout, en silence. Personne ne savait que ce « quelqu'un », c'était elle. Sophie avançait sans un mot, mais chaque signature de contrat résonnait comme une note de justice dans sa tête. Elle ne voulait pas humilier Marc, pas encore. Elle voulait d'abord le comprendre. Comprendre ce qui pousse un homme à détruire quelqu'un qui ne lui a rien fait. Était-ce la peur, l'orgueil, ou cette vieille croyance que le pouvoir donne le droit d'écraser? Une pluie froide tombait le jour où la transaction finale fut signée. Sophie sortit du bureau du notaire, un parapluie noir à la main, le vent lui fouettant le visage. Elle respira profondément. 8 ans. 8 ans depuis qu'il l'avait licenciée avec ce sourire supérieur. 8 ans à se battre, à douter, à pleurer parfois en silence, mais à ne jamais renoncer. Et maintenant,
Elle tenait les clés de son ancienne prison. Le lendemain, les employés reçurent un mail anonyme. Réunion générale à 9 heures. Présence obligatoire. Marc entra dans la salle de conférence, visiblement nerveux. Depuis quelques mois, les décisions ne passaient plus par lui. Les comptes étaient flous. L'actionnariat avait changé. Il sentait que quelque chose lui échappait. Quand la porte s'ouvrit, le silence fut total. Sophie entra, calme, élégante. Le même regard qu'autrefois, mais cette fois, c'était elle qui observait. Marc eut un rire nerveux. « Sophie, c'est une plaisanterie ?» Elle posa un dossier sur la table. « Non, Marc, c'est une réunion, et je suis désormais la propriétaire de cette entreprise. » Le visage de Marc se figea. Les autres employés échangèrent des regards incrédules. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-il. « Oh si, » répondit-elle doucement. « Les chiffres, les contrats, tout est là. Je ne suis pas revenu pour te détruire, Marc. Je suis revenu pour reconstruire ce que tu avais gâché. » Sa voix tremblait légèrement, mais ce n'était pas de colère. C'était d'émotion. Pendant un instant, tout le monde comprit que la véritable force ne vient pas de la vengeance, mais du dépassement. Sophie fit une pause, puis ajouta d'un ton ferme « Je ne suis pas ici pour t'humilier. Je suis ici pour te donner une chance. » Marc la regarda abasourdi. « Une chance ? Oui, je t'offre un poste, sous ma direction. À toi de décider si tu veux apprendre ou fuir à nouveau. » Un silence lourd s'abattit dans la salle. Les employés retinrent leur souffle. Marc, lui, resta debout, le regard perdu, son propre orgueil lui pesant comme un fardeau. À cet instant, le pouvoir venait de changer de camp, mais d'une façon que personne n'aurait imaginée. Sophie sourit doucement. Ce n'était plus une revanche, c'était une renaissance. Le choix de Marc. Le silence qui suivit cette proposition était presque insupportable. Les employés ne savaient plus où regarder. Lui semblait pétrifié, son visage oscillant entre la honte, la colère et une incompréhension enfantine. Pendant un instant, l'homme sûr de lui, le patron impitoyable, n'était plus qu'un homme nu face à ses erreurs. Sophie, immobile, attendait. Pas par cruauté, mais parce qu'elle savait que c'était nécessaire. La dignité, parfois, exige le silence plus que les mots. « Tu veux que je travaille pour toi ?» finit-il par dire d'une voix basse. « Non, » répondit-elle calmement. « Je veux que tu travailles avec moi. Ce n'est pas la même chose. » Un murmure traversa la salle. Personne n'aurait cru possible une telle clémence. Sophie aurait pu l'écraser publiquement. Elle en avait les moyens. Mais non. Elle choisissait la voie la plus difficile, celle du pardon, du renouveau, du leadership humain. Marc recula d'un pas. « Tu ne comprends pas. Ce monde n'est pas fait pour la compassion. »« Alors c'est justement pour ça qu'il faut le changer, dit-elle. » Elle sortit lentement, laissant derrière elle un parfum de calme et de mystère. Marc resta là, les yeux perdus dans le vide. Tout ce qu'il avait bâti reposait sur la peur, sur l'idée que le respect se gagne par la domination. Et voilà que celle qu'il avait humiliée lui tendait la main. Les jours suivants, l'entreprise tout entière vibrait d'une nouvelle énergie. Sophie avait redéfini les priorités. Formation, écoute, innovation, équilibre. Les employés se redécouvraient fiers de travailler ici. Les couloirs jadis étouffants respiraient à nouveau. Et Marc, il venait chaque matin, sans dire un mot, observait, écoutait. Peu à peu, il comprenait. Il voyait Sophie rire avec les équipes, partager un café, demander des idées aux stagiaires, des gestes qu'il jugeait autrefois inutiles. Et il sentait au fond de lui un vide qu'il n'avait jamais voulu nommer. La solitude du pouvoir. Un soir, il resta seul dans son ancien bureau, les mains sur le bureau qu'il avait possédé pendant 15 ans. Le soleil déclinait sur la ville. Il se revit ce jour-là quand il l'avait licenciée, sans même la regarder dans les yeux. Et pour la première fois, il sentit la brûlure du regret. Le lendemain, il frappa à la porte du bureau de Sophie. « J'accepte », dit-il simplement. Sophie leva les yeux, surprise mais sans triomphe. « Bien, alors commençons. »
Et c'est ainsi qu'un cycle se referma. Pas dans le bruit, ni dans la vengeance, mais dans ce moment suspendu où deux êtres décident, enfin, de regarder dans la même direction. Mais au fond d'eux, tous deux savaient, le passé laisse toujours une trace. Et parfois, cette trace devient la seule preuve qu'on a vraiment changé. Les cicatrices du pouvoir. Les semaines suivantes furent étranges. Marc, autrefois craint, avançait désormais dans les couloirs comme un fantôme parmi ceux qui l'avaient dominé. Les regards qu'on lui lançait n'étaient plus de peur, mais d'une curiosité froide, celle qu'on réserve à quelqu'un qu'on croyait connaître et qui soudain n'a plus de pouvoir. Sophie observait tout cela à distance. Elle savait que le véritable changement ne se mesure pas en discours, mais en silence, en regard, en gestes simples. Et Marc, malgré ses efforts pour s'intégrer, portait encore sur ses épaules le poids du passé. Un matin, il entra dans la salle de réunion, dossier en main. Les employés discutaient déjà, riaient doucement, un climat impensable autrefois. « J'ai quelques idées », dit-il timidement. « Sur la logistique, les circuits de distribution. » Sophie leva les yeux, intriguée. « Allez-y, Marc. » Ce fut hésitant d'abord, maladroit, presque douloureux à regarder. Mais peu à peu, il reprit confiance. Son expérience, bien qu'entachée, restait précieuse. Et pour la première fois, il ne parlait pas pour imposer, mais pour proposer. Quand il termina, la salle resta silencieuse, puis éclata en applaudissements. De vrais applaudissements. Marc eut du mal à les supporter. Ses yeux brillaient d'un mélange de gratitude et de honte. Il détourna le regard, comme si ce geste simple, être entendu sans craindre ni dominer, lui faisait plus mal que toutes ses défaites. Après la réunion, Sophie le rejoignit. « Tu vois, tu n'avais pas besoin d'être craint pour être respecté. » Il sourit faiblement. « C'est ce que j'ai mis 20 ans à comprendre. » Ce soir-là, il rentra chez lui à pied. La pluie tombait doucement sur Paris, lavant la poussière et le bruit de la journée. Il passa devant un café où il aimait autrefois déjeuner seul, le téléphone à la main, obsédé par le prochain contrat. Aujourd'hui, il entra, s'assit, commanda un café et resta silencieux. Sur la table, il posa un carnet. Il y écrivit une phrase. « Le pouvoir n'est pas ce que l'on prend, mais ce que l'on partage. » Le lendemain, il remit le carnet à Sophie. « Ce n'est pas un rapport, dit-il, c'est une confession. » Sophie lut la phrase et resta immobile un instant. « Alors, Marc, bienvenue dans ta seconde chance. » À partir de ce jour, quelque chose changea profondément. Marc ne cherchait plus à être le premier, ni à briller. Il réparait. Pas seulement son image, mais les ponts qu'il avait brûlés. Certains employés le pardonnèrent lentement. D'autres ne lui parlèrent jamais plus. Mais tous reconnurent ses efforts. Et Sophie, en le voyant chaque jour un peu plus humble, comprit que la victoire qu'elle avait remportée n'était pas financière. C'était une victoire humaine. L'entreprise prospérait à nouveau, mais d'une manière différente, plus lente, plus juste, plus vraie. Et au milieu de cette renaissance, l'histoire de Marc et Sophie devenait une légende silencieuse dans les bureaux, une fable moderne sur la chute, la rédemption et la dignité retrouvée. Ce que le temps n'efface jamais. Des années passèrent. L'entreprise, autrefois un simple bureau gris perdu dans la banlieue parisienne, était devenue un symbole. Pas de fortune, ni de scandale, mais d'équilibre. Les nouveaux employés entendirent l'histoire de Sophie et Marc comme une légende, presque une parabole sur le pouvoir, la résilience et la justice du temps. Marc avait pris sa retraite. Il vivait seul, dans un petit appartement près du canal Saint-Martin. Chaque matin, il sortait avec son carnet, celui où il avait écrit sa confession. Parfois, il s'arrêtait devant la vitrine du siège de l'entreprise, maintenant rénovée, et observait les jeunes visages qui entraient, les cafés à la main, pleins d'espoir. Il souriait, il savait qu'il n'était plus le même homme. Un jour, il reçut une lettre, une simple enveloppe beige, sans logo, écrite à la main. « Cher Marc, je voulais que tu saches que ton carnet est toujours sur mon bureau. Ce n'était pas une confession, c'était une leçon. Merci pour ce que tu es devenu. Sophie. » Il lut la lettre plusieurs fois.
Puis il leva les yeux vers la fenêtre. Dehors, le ciel de Paris avait cette lumière d'automne qui rend tout à la fois mélancolique et beau. Il pensa à tout ce qu'il avait détruit et à ce qu'il avait reconstruit. Peut-être que le pardon, se dit-il, n'est pas un acte, mais un travail quotidien. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Sophie était dans la salle de réunion, debout devant ses employés. Sur le mur, une vieille photo encadrée, Marc et elle, lors de la réouverture de l'entreprise. Un cliché en noir et blanc, flou, pris sur le vif, un moment de vérité, sans pause ni façade. Elle se tourna vers son équipe. « Vous savez, dit-elle doucement, on m'a souvent demandé pourquoi j'ai choisi de le réembaucher. Parce que parfois, la vraie force n'est pas de punir, mais de transformer. » Le silence s'installa, pas un silence pesant, mais celui d'un respect partagé. Un jeune employé leva la main. « Et il est devenu un ami ?» Sophie esquissa un sourire. « Non, quelque chose de plus rare. Un miroir. » Le soir, en quittant le bureau, elle passa devant la même vitrine où, des années auparavant, elle avait vu son reflet pour la première fois en tant que directrice. Cette fois, elle s'y vit différemment, moins forte peut-être, mais plus vraie. En marchant sous les réverbères, elle pensa à Marc, à ce qu'ils avaient traversé, à la colère, à la vengeance, à la rédemption. Et au fond d'elle, une phrase s'imposa, claire et douce. Le temps n'efface pas tout, mais il apprend à regarder autrement. Elle rentra chez elle, alluma la radio. Une chanson ancienne passait, celle qu'elle écoutait autrefois en nettoyant les sols de ce même bâtiment où elle dirigeait maintenant des centaines de personnes. Et alors, elle comprit. La boucle était bouclée. Elle leva les yeux vers le plafond, un sourire discret aux lèvres. « Merci, Marc, » murmura-t-elle. Et dans cette nuit tranquille de Paris, deux âmes liées par la même histoire, celle du pouvoir, du pardon et du courage de recommencer, trouvaient enfin la paix. Et si la vie, parfois, nous offrait une revanche, non pas pour humilier, mais pour guérir, Sophie n'a pas simplement racheté une entreprise, elle a repris le contrôle de son histoire. Là où d'autres auraient fermé la porte, elle a tendu la main. Et c'est peut-être ça le véritable pouvoir, transformer l'injustice en lumière. Mais vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous pardonné? Écrivez dans les commentaires. Je choisis la force du pardon. Lisez les réponses des autres, échangez, partagez votre point de vue, parce que chaque histoire de résilience en inspire une autre. Si cette histoire vous a touché, laissez un like. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Et surtout, souvenez-vous, parfois la plus belle victoire, c'est celle qui ne se voit pas.